Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, on va parler du prix du pétrole qui avait été limité concernant le baril russe. Il avait été limité suite à une décision de l'Occident à 60 dollars. Maintenant, on a du recul, on va pouvoir étudier ensemble ce qu'il en est, si cela a été efficace ou non, et comment se porte la Russie, bien ou mal, après cette limitation à 60 dollars du baril de pétrole brut. Donc, on va regarder quelques articles ensemble, afin d'étudier cela un peu plus précisément, et après, vous aurez ma conclusion. Alors tout d'abord, on va regarder la production de pétrole mondial. La source, c'est le gouvernement américain de l'énergie. Donc en premier, on a les États-Unis avec 22%. Ensuite, vous voyez l'Arabie Saoudite à 11% et à égalité avec la Russie. Ensuite, ça chute. Vous voyez le Canada 6%, la Chine 5%, l'Irak 4%, le Brésil 4%. Pareil pour les Émirats arabes unis, l'Iran et le Koweït, on tombe à 3%. Voilà. Alors ce chiffre de 22% est légèrement exagéré, hein. Alors aussi, je tiens à souligner que ce 22% exceptionnel atteint par les États-Unis, c'est grâce aux huiles de schiste, bien évidemment. Et il faut savoir qu'un puits d'huile de schiste dure entre 3 ans et 5 ans maximum. Ça veut dire que là, la production forte de pétrole américaine, ça y est, c'est fini. Maintenant, ça ne peut que baisser. Et comme ils ont déjà fait énormément de puits de pétrole concernant cette huile de schiste, eh bien c'est fini. Donc c'est un fusil à un coup. Donc là, les États-Unis sont numéro un, mais ils sont numéro un de manière artificielle, entre guillemets, dans le sens que leur potentiel de production de pétrole est extrêmement fragile et très temporaire. Donc là, les États-Unis sont obligés de faire énormément d'importations de pétrole, dont le pétrole russe, puisque les États-Unis importent énormément de pétrole russe. Donc ils poussent à des sanctions concernant l'Union européenne vis-à-vis du pétrole russe. Par contre, les États-Unis, eux, ne s'imposent aucune sanction. Donc, puisque les États-Unis manquent de pétrole. Donc, comme ils manquent de pétrole, ils sont obligés d'en exporter moins afin que les prix à la pompe, c'est un exemple hein, parmi d'autres exemples, ne soient pas trop élevés pour les consommateurs américains. Voilà, mais bon, revenons maintenant plus dans un ordre général. Nous pouvons voir donc que la Russie est le deuxième producteur mondial de pétrole officiellement. Sauf que le pétrole russe, pour information, lui, il est stable. Les réserves de pétrole russe, contrairement aux réserves américaines, ne sont pas artificiellement hautes à cause de l'huile de schiste, dont je vous ai déjà parlé. Donc aussi, les réserves de pétrole russe vont augmenter considérablement, car grâce au réchauffement climatique, de nouveaux territoires s'ouvrent à la Russie pour l'exploitation du pétrole. Avant, les Russes savaient où étaient les grands gisements de pétrole en Russie, bien évidemment, mais à cause du permafrost, ne pouvaient pas se permettre de forer, car cela coûtait trop cher de le faire. Avec le dégel du permafrost, eh bien, tout cela va devenir possible pour la Russie. Et ils vont se jeter dessus, bien sûr. Alors ça, c'est le permafrost sur les terres, mais le réchauffement climatique leur permet d'avoir accès à de nouveaux puits de pétrole potentiels dans l'Arctique. Car oui, l'Arctique fond aussi. Donc les Russes sont déjà sur le pied de guerre pour faire de futurs forages dans l'Arctique. Donc
La réserve de pétrole russe va être absolument gigantesque dans l'avenir et évidemment tout cela fait très peur concernant l'Occident et principalement les États-Unis. Voilà ce qu'on pouvait dire en présentation générale. Alors pour faire un peu d'historique, on va regarder un article de oilprice.com, donc une référence mondiale sur le prix du pétrole. Et là, on a un article du 5 septembre 2022. Et déjà à l'époque, on nous dit pourquoi le plafonnement des prix du pétrole russe ne fonctionnera pas. Trois raisons à cette époque-là. La réduction de la disponibilité des services d'assurance est considérée par les dirigeants occidentaux comme un moyen de réduire les exportations russes de brut. 2. La Russie a déclaré la semaine dernière qu'elle ne vendrait pas de pétrole aux pays ayant mis en place un prix plafond. 3. La coalition pour le plafonnement des prix n'est tout simplement pas assez large pour que le plafonnement fonctionne. Voilà, on a ça. Alors, on verra une quatrième raison, et ça, il ne l'avait pas vu venir, c'est la formation d'une flotte russe de l'ombre qui est estimée à environ 250 navires et qui, là, a donné un coup très très fort, un coup de massue, j'entends, sur ce système de limitation, de plafonnement du pétrole russe à 60 $. C'est en réalité ce dernier fait, c'est-à-dire la création de cette flotte qui a été vue comme totalement inattendue par l'Occident et qui a non seulement permis à la Russie d'échapper complètement à cette nouvelle sanction, mais qui a permis en plus à la Russie de rebondir et même de prospérer considérablement concernant cette flotte de l'ombre qui lui permet d'être complètement souverain quant à la vente de son pétrole, d'être totalement indépendant de l'infrastructure occidentale. Mais bref, je vais finir cet article en vous lisant ce paragraphe. Les chances qu'un plafond des prix du pétrole russe du G7 soit un tant soit peu efficace sont peut-être mieux résumées dans un récent tweet d'un chroniqueur de Bloomberg sur l'énergie et les matières premières. Je cite: Mes amis et moi avons convenu d'imposer un prix plafond sur la bière de notre pub local. Alors mes amis et moi, c'est l'Occident, hein, c'est l'Union européenne et les États-Unis qui imposent un prix plafond sur le pétrole, la bière c'est le pétrole, et le pub local c'est la Russie. Attention, nous n'avons pas l'intention d'y boire de la bière. Ah oui, l'Occident a dit on ne boira plus de la bière au pub local, c'est-à-dire on n'achètera plus de pétrole à la Russie. Le propriétaire du pub, c'est-à-dire Moscou, déclare qu'il ne vendra pas de bière à quiconque respecte le plafond. Donc Moscou ne vendra pas de bière à quiconque respecte le plafond. Alors les autres clients, donc le reste du monde, hein, hors Occident, qui boivent beaucoup, c'est-à-dire qui achetaient énormément de pétrole russe, déclarent qu'ils n'adhéreront pas au plafond. Et c'est un succès. Et oui, car l'Occident a fait cette sanction, mais les acheteurs réguliers du pétrole russe, eux, ont continué d'acheter à un prix décidé par Moscou, et non pas en respectant ce price cap, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ce plafonnement du prix du baril russe à 60 $. Et comme personne ne le respectait, comme déjà les spécialistes avaient prévenu, eh bien ça n'a pas fonctionné. Mais on va voir dans un autre article la raison majeure qui a fait que la Russie en fait s'en sort fort bien avec ce dernier article. Alors là maintenant on va voir un article du très sérieux et très prestigieux Atlantic Council. Et que nous dit Atlantic Council au 11 janvier 2024, hein, pourtant là ça commence à dater un petit peu, la flotte noire croissante de la Russie, des risques pour l'ordre maritime mondial. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la sombre flotte de vieux navires dépourvus d'assurance adéquate
aux propriétaires opaques et aux pavillons entre différents registres de navires permissifs a connu une croissance explosive pour atteindre environ 1400 navires. Leur présence présente un risque considérable pour les autres navires, pour l'environnement et pour les pays confrontés à des accidents maritimes causés par ces navires. En plus de répondre aux besoins de transport de la Russie, ainsi que de l'Iran, de la Corée du Nord et du Venezuela, la flotte fantôme constitue la quintessence de l'agression de la zone grise, causant des dommages tangibles que les pays ciblés ne peuvent guère faire ce qu'il faut pour les punir. Si les pays tentent de bloquer l'accès des navires sombres à leurs eaux ou de les escorter, cela pourrait provoquer des représailles et une escalade de la part de la Russie. Donc en gros, quand on lit l'article, on voit qu'il y a un dénuement total, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent strictement rien faire contre cette flotte russe qu'on estime à environ maintenant, à environ 250 navires, à peu près, parce que nul ne le sait exactement, c'est une estimation. Alors oui, effectivement, cela peut représenter un risque écologique, car les Russes ont acheté de vieux navires afin que cela leur appartienne, afin d'éviter de payer une assurance, afin d'éviter d'utiliser l'infrastructure déjà existante des navires occidentaux. Donc oui, mais la Russie avait-elle le choix? Car on a poussé la Russie dans ses retranchements. À qui la faute maintenant que cela pose un problème pour l'environnement? À qui la faute? Qui a démarré la bagarre entre guillemets, hein? Donc la Russie, pour garder sa souveraineté, n'a eu d'autre choix que de faire cela, ainsi que pour l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Dans ces cas-là, il faut lever les sanctions contre l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela, qui se feront un plaisir d'utiliser les navires occidentaux, ainsi que de payer les assurances occidentales, par exemple, qui sont principalement anglaises, hein, d'ailleurs, pour les plus puissantes. Donc en fait, le fait d'avoir fait ces sanctions, c'est encore une fois pour l'Occident, pour la énième fois, il se tire une balle dans le pied. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors ce plafonnement de 60 dollars concernant le baril du pétrole russe était voué à l'échec dès le début, tout simplement parce qu'il y avait énormément de pays dans le monde qui n'étaient pas prêts à jouer le jeu. Tout simplement parce qu'ils ont trop besoin du pétrole russe, qui est un pétrole de qualité et pas cher. Alors les Occidentaux, eux, quand ils ont décidé de ce plafonnement à 60 dollars, ils savaient qu'ils se tiraient une balle dans le pied, exactement comme les précédentes sanctions, ou même comme toutes les sanctions d'ailleurs, puisque il y a un effet boomerang à toutes ces sanctions, je dis bien toutes les sanctions ont eu un effet boomerang, et en particulier cette sanction qui soi-disant devait être terrible, qui devait vraiment effondrer la Russie, parce que là on touche au plus gros revenu que la Russie peut avoir, c'est-à-dire la vente de son propre pétrole à l'étranger, c'est son plus gros revenu à la Russie. Donc ça allait vraiment mettre la Russie à genoux, comme nous le promettait notre Mozart de la finance, Bruno Le Maire. Et il ne faut pas oublier, d'ailleurs, je dis ça comme ça, que la Russie subit là maintenant plus de 16 500 sanctions. C'est dorénavant le pays le plus sanctionné au monde, et de loin, plus que la Corée du Nord ou l'Iran. Bref, donc ce plafonnement de 60 dollars, comme je le disais, était voué à l'échec. Mais en fait, cela a eu un effet encore bien pire que les Occidentaux, comme toutes les autres sanctions qu'ils ont faites ont eu comme effet d'ailleurs, car cela a rendu la Russie encore plus puissante qu'auparavant. Parce que avant, pendant des décennies, la Russie devait utiliser les infrastructures occidentales pour le transport du pétrole, c'est-à-dire des pétroliers non russes.
et ils devaient payer des assurances, bien évidemment, à des assureurs qui sont occidentaux, et principalement anglais d'ailleurs pour les plus puissants. Donc, le fait d'avoir fait ces sanctions, terribles entre guillemets, hein, normalement terribles, on fait que la Russie est plus puissante que jamais parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comme on l'a vu, déjà les acheteurs étrangers, les autres pays acheteurs n'ont pas joué le jeu déjà. Alors évidemment, c'est principalement l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie, bien évidemment. Mais pire encore, cela a poussé la Russie dans ses retranchements. Et bien comme dans toutes les autres sanctions, c'est-à-dire les sanctions des semi-conducteurs, les sanctions des pièces de haute technologie, comme par exemple la France, Thales, Safran fournissait des pièces de haute technologie à la Russie, si on parle de l'aéronautique par exemple, et bien la Russie maintenant les fabrique eux-mêmes. Et oui, on en est arrivé là. Ils arrivent à les fabriquer eux-mêmes. Alors d'abord, ils ont eu l'aide de la Chine et même de la Corée du Sud d'ailleurs, pour information, et même des Américains, parce que en fait, les Russes achetaient à la Turquie, à l'Azerbaïdjan, pour des pièces militaires, on va dire, délicates, qui étaient américaines. Donc les Russes se sont inspirés de tout cela. Ils ont fait ce qu'on appelle du retro-engineering. Bref, ils se sont adaptés, ils ont fait de la recherche et maintenant, ils arrivent à fabriquer leurs propres pièces. Alors certes, c'est en tout petit nombre, hein, c'est pas massif, et ils doivent encore acheter ailleurs, comme je viens de vous le dire, à l'Azerbaïdjan, à la Turquie, à la Chine, par exemple, mais ils commencent à devenir indépendants, même sur des pièces de haute technologie. Bref, donc pour le pétrole, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie a fait comme pour tout le reste. Donc ça les a obligés à devenir indépendants. Et qu'ont-ils fait? Ils ont acheté une flotte de l'ombre, qu'on estime à environ 250 navires. Ce n'est qu'une estimation parce que tout ça est entouré de mystères. Eh bien, ce sont maintenant leurs propres navires et donc ils ont le contrôle total de la vente de leur pétrole et en plus ils n'ont plus à payer des coûts qui étaient très élevés, il faut l'avouer, à ces assureurs occidentaux. Donc la Russie gagne sur tous les tableaux. Ils ont le contrôle complet de leurs pétroliers, qui sont maintenant leurs propres pétroliers, mais en plus ils n'ont plus à payer des assureurs étrangers. Donc la Russie gagne sur tous les tableaux. Et vous vous doutez bien que la Russie a acheté cette flotte complètement obsolète, à la limite de la sécurité d'ailleurs maritime, hein, pour rien du tout, quoi, pour des clopinettes. Et donc, ils vont les rentabiliser à mort. Alors oui, vous allez me dire, il y a un risque écologique. Mais la faute à qui? Qui a obligé les Russes à faire cela? C'est comme tout, hein, les sanctions a fait qu'on a poussé les Russes dans les bras de la Chine, et bien c'est ce qu'on a fait, et même dans les bras de l'Inde, hein, alors que la Russie était prête à tout acheter à l'Europe, comme elle le faisait avant. Et oui, elle achetait tout à l'Europe, quoi. Toutes les hautes technologies, va-t-on dire. Les hautes technologies civiles, hein, bien évidemment. Et même certaines pièces militaires qui leur étaient indispensables, par exemple à la France. Et bien maintenant, on a jeté la Russie dans les bras de la Chine et de l'Inde, alors que la Russie était prête à avoir une coopération totale avec l'Europe et faire un marché gagnant-gagnant commercialement. Donc nous, l'Europe, pouvions acheter une énergie pas chère, aussi bien au niveau du gaz que du pétrole, donc on était bien, et en échange, la Russie nous achetait nos produits, peu importe lesquels. Voilà. Et bien à cause des États-Unis, eh bien on a détruit non seulement ce partenariat qui était très bénéfique pour l'Europe, mais aussi pour la Russie. Donc c'était un partenariat respectueux gagnant-gagnant. Et maintenant, on a détruit ce partenariat. Les États-Unis ont détruit ce partenariat qui a été entériné par la servilité indigne
de nos États, de nos chefs de gouvernement européens. Donc maintenant, la Russie s'est totalement tournée vers l'Asie, donc on perd absolument sur tous les tableaux. Les sanctions se sont retournées contre nous, la Russie a réussi à tout contourner, devient plus riche qu'auparavant, et a un avenir absolument brillant, car maintenant la Russie est souveraine pour tout. Elle devient totalement indépendante pour tout. Et là, tout dernièrement, même concernant les semi-conducteurs. Car oui, maintenant la Russie, avec l'aide de la Chine, est en train de fabriquer sa propre usine de semi-conducteurs à basse nanométrie. Ça, c'est tout nouveau. Encore une fois, grâce à la Chine. Donc, bref, la Russie qui achetait énormément de biens à l'Occident, maintenant ne va plus rien acheter à l'Occident, va être totalement souveraine, va pouvoir inonder le marché de futurs produits russes, on ne sait pas encore lesquels. Alors évidemment, là on pense au pétrole, au gaz, à l'agriculture, c'est-à-dire blé, céréales en tout genre, etc., titane, aluminium, comme c'était déjà le cas, mais dans bien d'autres champs commerciaux. Voilà. Donc en gros, la Russie non seulement devient hyper industrialisée, hyper productive, totalement souveraine de tout, ne dépend absolument de personne et en plus s'enrichit. Que demander de plus? Donc voilà ce que notre politique ingénieuse a fait concernant la Russie. C'est-à-dire, au lieu de détruire la Russie, on l'a rendue plus puissante que jamais, avec un avenir des plus brillants, et pour tout, et même incluant le réchauffement climatique qui joue pour la Russie et qui joue contre nous. Donc la Russie gagne absolument sur tous les tableaux. Bravo la stratégie américaine. Donc l'Europe s'est tiré des milliers de balles dans le pied de manière intentionnelle, et quand elle a vu que ça ne fonctionnait pas et que la Russie en était très bénéfique, au lieu de tout arrêter et en disant ah on a fait des erreurs, pardonnez-nous, on revient en arrière et on va réparer nos erreurs. Non, ils font une fuite en avant, ils ne connaissent pas la marche arrière, ils font une fuite en avant, quitte à détruire encore plus leur pays. Voilà. Et à perdre encore plus d'argent. Peu importe, il faut sauver l'honneur européen. Donc là, ça nous fait tous rire, hein. L'honneur occidental, évidemment, c'est à en pleurer de l'honneur occidental. Mais bon, bref, pour sauver l'honneur, entre guillemets, ils sont prêts à détruire leur propre pays, à détruire leur propre société. Tout ça pour ne rien donner à la Russie, pour essayer d'avoir le dernier mot. Cela dit, le mur des réalités est là, il va frapper de plein fouet, cela participe à l'effondrement total de l'Occident, et bien évidemment, on sait tous comment cela va se finir, parce que c'est mécanique, c'est mathématique, c'est une évidence pour tout le monde en réalité, sauf pour nous chefs d'État. Mais vous savez très bien pourquoi ils agissent ainsi, vous savez très bien pourquoi ils agissent de manière suicidaire. Ils ont un agenda à respecter, ils ont des ordres à suivre, et ils les suivront jusqu'au bout, car ce sont de très fidèles soldats à l'état profond. Et c'est ainsi, et ce seront mes derniers mots. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description, c'est très important pour moi. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne, et toujours, soyez curieux.